Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau rendez-vous dans le cadre de l'événement Inbound de Marketing France IMF 2019. Grand influenceur de 22 ans, créateur de la chaîne YouTube Tech News and Test. C'est ça. Depuis plus de 5 ans, il gère et anime son contenu autour de sa passion, la high-tech. Bonjour Romain Lannéry. Salut, enchanté. Je suis ravi de t'accueillir. Également ravi d'être là, merci beaucoup. Bon, c'est un plaisir de faire ta connaissance ici à Rennes aujourd'hui. D'abord, explique-moi comment tu te présentes, toi, pour ceux qui ne te connaissent pas, malgré tes 841 000 followers, c'est ça? Ça peut faire beaucoup de monde sur papier, puis finalement, quand tu prends la population totale, c'est peu, tu vois. Et aujourd'hui, comment je me définis? Je touche à tous les produits qui s'allument et qui s'éteignent et qui me plaisent. Voilà, Okay. c'est ce que je présente en vidéo, en gros. Donc, j'ai pas de ligne forcément directrice du moment où c'est un produit de nouvelles technologies ou une connaissance à apporter sur un produit ou une technique à avoir. Je le fais en vidéo quand ça me plaît. À quel rythme? Là, on est à 2 vidéos par semaine et Wow. Dépendant des mois, c'est une vidéo par semaine. Ok, et tu fais ça, je le disais, depuis 5 ans. Ça fait 5 ans, ouais. Okay. La chaîne a 5 ans et ça fait 7 ans que je traîne vraiment, enfin 7-8 ans que je me suis fait les premières vidéos dans ma chambre à l'arrache, à essayer de tout et n'importe quoi. Et c'est comme ça que je me suis forgé après un thème un peu plus spécifique qui était la high-tech, les nouvelles technologies, puisque c'était un thème qui me permettait aussi de découvrir plein de choses différentes tous les mois, toutes les semaines, parce que c'est quelque chose qui bouge énormément et qui surtout va dans notre quotidien et dans le futur, qui va s'implanter de plus en plus, quoi. Et toi, c'est ta passion depuis le plus jeune âge? Ouais, ça a commencé avec la photo. Mon oncle avait toujours un appareil photo, Noël, anniversaire, j'arrêtais pas de le prendre, je voulais faire des photos de portraits de tout le monde et c'est comme ça que j'ai démarré en ayant un appareil photo à l'arrache et je cherchais des tutos sur YouTube et quand je trouvais pas certains tutos, je les apprenais via des livres et quand je les ai appris, je me suis dit pourquoi pas à mon tour faire une vidéo comme celle que je regarde et ça a commencé comme ça. Génial. Alors tu es présent aujourd'hui pour nous parler de la nouvelle génération de créateurs de contenu. C'est ça. Qui sont pour toi ces nouveaux créateurs finalement? Et selon toi, quelle définition tu verrais dans ces nouvelles formes de création? J'ai envie, tu sais, de reprendre la fin du film Jobs et de mettre juste les marginaux, les indépendants. Non, c'est toutes celles et ceux qui pensent qu'ils sont suffisamment forts pour se motiver tout seuls. En fait, c'est vraiment le gros challenge aujourd'hui des nouveaux créateurs, c'est que personne ne les oblige à aller où que ce soit ou faire quoi que ce soit. Et pourtant, tous les matins, ils sont bel et bien réveillés tôt pour chercher des idées, pour se déplacer et pour essayer de faire mieux que la veille. Donc, c'est un peu ces créateurs aujourd'hui qui émergent au-delà d'être dans une équipe, par exemple, de production vidéo, comme tu peux le voir. Et ils commencent souvent tout seuls dans leur chambre ou chez leurs parents ou chez eux, dépendant de l'âge qu'ils ont. Et ils évoluent avec la force d'une communauté qui évolue avec eux. En fait, c'est un peu cette force mutuelle qu'on se donne. D'un côté, la communauté est contente de venir voir le contenu de ces créateurs indépendants parce qu'ils apprennent des choses et ils se divertissent. Et d'un autre côté, ça permet à ces créateurs-là d'en vivre. Donc c'est un échange qui est continu en fait et constant et c'est ça qui est vraiment sympa. C'est qu'aujourd'hui, on est indépendant sur papier, mais pas forcément puisque je pense que sans le boost de ces gens qui nous regardent et nous inspirent indirectement dans les commentaires et dans les échanges, on ferait pas grand-chose non plus. Ok, bon, faut avoir des bonnes idées quand même, de la créativité. Bien sûr, bien sûr. Permanente. Créatif, être motivé et surtout régulier. Tu peux pas aujourd'hui essayer d'arriver sur Internet avec une bonne idée et puis d'espérer que cette bonne idée dure éternellement. Peu importe les thèmes des chaînes, quand tu vois une chaîne qui a aujourd'hui plus de 3 ans, 4 ans d'activité, les thèmes ont changé depuis ses débuts. Ils n'ont pas fait forcément toujours les mêmes thèmes, abordé les mêmes choses en vidéo, parce qu'ils grandissent et que la communauté évolue et grandit souvent aussi avec eux. Et alors justement, tu vois beaucoup de contenus évoluer ces dernières années. Comment ils évoluent et comment tu vois ça? Tout dépend les créateurs. En fait, les créateurs, ils sont vraiment tous différents. Donc, on est tous sur la même plateforme, mais on peut pas faire une généralité en disant YouTube c'est ça, Instagram c'est ça et la télé c'est ça. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont des idées créatives totalement différentes et dépendant des thèmes. Tu peux les retrouver du coup sur des thèmes qui sont vachement familiers. Donc, ils vont vouloir filmer leur journée, la façon de créer qu'ils ont et ce qu'ils peuvent apporter du coup comme conseil dans une journée banale. Et à contrario, tu peux avoir un gars qui va chercher son thème, qui va le peaufiner, écrire un script pendant 2-3 semaines et qui veut exactement refléter au mot près son idée, sa façon de penser et ce qu'il veut retransmettre en vidéo. Donc tout est tellement large et différent, ça dépend du domaine que tu suis via Internet en vidéo. Et toi, tu te ranges dans quelle catégorie plutôt? C'est, à part justement les nouveaux produits high-tech, je pense que ça dépend vraiment des événements. Dernièrement, quand tu as des gros salons où je me déplace, le CES de Las Vegas, par exemple, un super salon high-tech, là on a envie de partager un peu les news au niveau des nouveaux produits high-tech annoncés. Donc ça peut être des vidéos assez journalistiques, tu vois, c'est une vidéo face caméra, voilà, où tu vas tout simplement accompagner les gens qui te suivent dans ce que tu partages avec eux à l'autre bout du monde. Et par contre, d'un autre côté, quand tu peux faire même des vacances personnelles, parce qu'on travaille tout le temps, voilà,
Donc même en vacances personnelles, quand tu as la bonne idée sur la plage, bon bah tu prends juste avant l'apéro, juste avant l'apéro, tu prends ta caméra, tu fais des astuces photos. Donc c'est très large. Du moment où je peux apprendre quelque chose à quelqu'un via une vidéo ou au moins l'intriguer sur un sujet, le divertir et en plus de ça lui partager peut-être un contenu qu'il n'aurait pas vu, bah, tant mieux. C'est un peu mes mots-clés. Voilà, c'est un peu mon fil rouge. Il faut qu'il y ait ça. Il ne faut pas que ça soit uniquement un côté très familier, uniquement que de la high-tech. J'aime aussi incarner un pote vraiment que tu as avec qui tu pourrais te poser dans le salon pour qu'il t'explique un nouveau produit qu'il a découvert. Exactement. Voilà. Donc l'esprit curieux, c'est ça, la qualité? Ouais, totalement. Bah, être curieux, je pense que ça fait partie de l'esprit d'entrepreneur. Tu ne peux pas te qualifier entrepreneur si tu n'es pas curieux, puisque c'est pas justement le fait de monter quelque chose sur du court terme, mais pour faire du long terme, il faut s'intéresser à plein de choses, il faut rencontrer plein de monde de milieux différents. Comment tu renouvelles ton contenu, toi, au jour le jour? C'est assez simple et à la fois compliqué, parce que parfois, plus tu évolues, plus tu peux te dire ah ben non, ce sujet il est ultra simple, je vais pas dire ça en vidéo. Alors que simple, c'est compliqué. Ouais, c'est exactement ça. Plus ça paraît simple en vidéo, plus c'est compliqué derrière. Et on recherche de plus en plus, plus tu évolues avec une communauté qui est grosse, plus tu as une pression aussi parce que tu parles à des gens vraiment différents. Au début, si tu fais une vidéo photo sur ta chaîne, tu as vraiment des gens qui vont aimer que la photo, qui vont venir. Et puis au fur et à mesure des thèmes que tu abordes, tu as vachement plus de grand public qui arrive et du coup, tu vas toujours essayer de trouver un thème qui peut un peu satisfaire tout le monde, mais surtout te satisfaire toi. Parce que créer un contenu, être indépendant, c'est bien beau, mais si ça te plaît plus au fur et à mesure ce que tu fais, ça va se sentir dans la vidéo. Ben ouais, c'est pas forcément le but. Donc vraiment, c'est un tout. Ouais. Et si je te dis tous youtubeurs, c'est-à-dire, est-ce que finalement, comment se démarquer sur cette plateforme où finalement tout le monde peut devenir youtubeur à partir du moment où on a une caméra, un micro? Comment tu gères la concurrence éventuellement, s'il y en a une, hein? Je pense que c'est justement le plus gros point faible, c'est de voir sur Internet de la concurrence. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, Internet a explosé grâce aux recommandations. Il ne faut pas l'oublier qu'aujourd'hui, tu as une communauté sur YouTube parce que quelqu'un avant toi en avait une et que via une de ces vidéos, quelqu'un t'a découvert sur ta vidéo. Parce que c'est comme ça que marche YouTube. Tu es un créateur qui a une grosse communauté, tu crées un contenu. Sans le savoir, je crée un contenu qui a un lien avec le tien, il va être proposé dans les suggestions à la droite et du coup, un de tes auditeurs va peut-être me découvrir via ta vidéo. Donc le fait que plus tard je te considère comme un concurrent, c'est une énorme erreur. Au contraire, il faut plus se considérer comme co-créateur et vouloir créer des choses ensemble. Il y a de plus en plus de collaborations sur YouTube et c'est pas pour rien, c'est parce que justement les communautés se mélangent vachement bien. Parce qu'au final, tu peux avoir quelqu'un qui est intrigué par un thème, puis qui va en découvrir un autre. C'est pas parce que t'as pas aimé la pêche jusqu'à 40 ans que tu vas pas t'intriguer à la pêche à 45 ans, tu vois. Et regarder une vidéo. Voilà, exactement. Donc, c'est vraiment une solidarité finalement. Ouais, il y a toujours, et dépendant des caractères, un semblant de concurrence. Évidemment que tu peux voir un contenu, tu peux te dire mais je suis sûr qu'il l'a vu chez moi, et c'est très malsain. Et au final, c'est vraiment pas ce que je pense du moment où c'est pas du copier-coller et du moment où la personne n'explose pas en 2 jours parce qu'elle a copié quelqu'un d'autre. Je trouverais ça dommage de se dire qu'elle a copié au lieu de se dire il s'est inspiré. Et grâce à lui, il fait évoluer le domaine et le thème en fait, parce que c'est comme ça qu'aujourd'hui marche la concurrence. Quelqu'un qui fait de l'automobile, qui ajoute une pièce en plus de l'autre, il aura un peu copié l'autre, mais il aura fait évoluer le sujet de base. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. L'innovation, quoi. Exactement. Bon, et l'annonceur dans tout ça, comment séduire finalement l'annonceur? Alors en général, c'est plutôt lui qui essaie de nous séduire. C'est vraiment pas... On est créateur, on n'est pas commerciaux. Donc on a eu besoin au fur et à mesure d'une aide et d'une approche commerciale. D'où le fait qu'aujourd'hui je fasse une conférence avec Emakina Influx qui soit une agence où les youtubeurs traitent en direct avec les marques. Et là est la grosse différence, c'est que c'est plus un commercial aujourd'hui qui n'a jamais fait de vidéo dans sa chambre qui va essayer de te vendre une vidéo dans sa chambre. Parce qu'il aura peut-être pas pris en compte les mêmes complexités que pouvait avoir un créateur de base. Donc au fur et à mesure, on peut avoir des approches commerciales, à nous de les manager et de les gérer correctement pour qu'elles soient vachement bien perçues par notre communauté et pour que la communauté se dise pas « Ok, il fait quelque chose sur mon dos », mais qu'ils se disent « Ok, grâce à lui, il y a quelque chose en plus qui arrive ». Quand on nous voit à l'étranger, par exemple, à partir à 2 ou 3, les gens ne se rendent pas forcément compte, mais on parle là de chiffres à 4 ou 5 chiffres pour organiser un voyage d'1 semaine ou 2, et c'est normal. Tu as des hôtels, tu as des voyages à gérer, donc si on n'avait pas cette chance-là aujourd'hui que les marques commencent à s'intéresser à nous et comprennent quel est leurs avantages aussi de bosser avec nous, bah, de notre côté, on serait peut-être au fur et à mesure limité et on devrait cumuler 2 travails comme c'est le cas au départ quand tu commences YouTube, tu gardes un travail safe
parce que YouTube, ça peut être ça éphémère. Ça paye pas au départ. Pour moi, ça payait pas du tout. Il y avait même pas la publicité sur YouTube qui existait au départ. Si tu veux, j'avais reçu une souris gratuitement quand j'avais 2000 ou 3000 abonnés. La souris coûtait 30 ou 35 euros et j'en ai pleuré. J'ai reçu le colis, j'avais 15 ans, et j'y croyais pas qu'une personne à l'autre bout de la France pouvait avoir confiance en mon contenu. Et ça a démarré comme ça, donc c'était vachement sain. Aujourd'hui, évidemment qu'il y a des nouveaux acteurs qui arrivent dans un but financier, mais ceux-là, en général, ils durent vraiment pas très longtemps. Ok, donc un souci de transparence quand même. Il y en a énormément sur Internet, et c'est le plus gros problème aujourd'hui des marques, c'est d'essayer d'être transparent avec le public d'un créateur sans forcément se faire bâcher, parce que le contenu apporté est légitime. C'est tout, en fait, c'est exactement tout ce que travaille Emma Influx aujourd'hui, c'est ça. D'accord. Et alors, tes trucs et astuces pour gagner en influence sur YouTube, ce serait quoi ? Et notamment pour articuler sa chaîne avec ses réseaux sociaux. C'est la pire chose à faire, c'est d'essayer de toucher les gens. Ce qui est magique avec Internet, c'est que les gens viennent à toi par leur centre d'intérêt. Si tu commences à essayer d'aller les chercher, ça veut dire que tu vas plus forcément faire ce qui te plaît à 100%. C'est que tu vas faire dans la même démarche. Tu vas faire ce qui leur plaît. Et là, tu deviens un créateur de contenu comme si tu étais embauché en tant que caméraman dans une entreprise et qu'on te dit va filmer tel événement. Ça te fait pas plaisir, mais c'est ce qui te... Moi, en tout cas, c'est pas ce qui me correspond. Encore une fois, on est tous différents. Donc, il y a plein de manières de procéder qui peuvent être différentes, mais moi, c'est pas celle que je recommande. La première chose, pour moi, c'est d'être vraiment content et satisfait une fois que tu as fini ta création vidéo. Si tu peux te permettre d'aller la montrer à ta famille, à tes voisins et en le criant sur les toits, c'est que c'est un bon contenu. C'est que tu n'as pas honte de ce que tu as fait, c'est que tu sais exactement là où tu vas. Et pour moi, c'est un conseil que je donne, c'est d'abord se faire plaisir parce qu'indirectement, grâce à la magie d'Internet, tu vas faire plaisir aux autres. Bon, alors, tu es devenu un influenceur... Ouais, sans le vouloir, mais très influent. Ouais, c'est ça. Je le disais avec 841 000 followers relevés au compteur ce matin. Ouais, c'est ça. Sur YouTube. Comment tu vois évoluer ce métier, parce que c'est un métier, dans les années à venir? Encore une fois, tout dépend de ce que tu fais. Si tu vends uniquement ton chiffre, je pense pas que tu dureras éternellement parce qu'au bout d'un moment, il y aura d'autres personnes qui auront des chiffres aussi importants ou plus ou moins importants et du coup, ce qui te fera vivre réellement, c'est le contenu que tu vas mettre sur ces chiffres-là. Donc, la suite, pour moi, on est en train de l'écrire. C'est un peu comme au début, quand tu as Internet qui a démarré, si on te demandait qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans, il faut laisser faire les choses et tu verras bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas rien comme bagage. On a tout notre CV en ligne. Et c'est la force d'Internet, c'est qu'aujourd'hui, quand on me demande ce que je fais, j'ai juste à linker mes 4 réseaux sociaux et tu as exactement toutes les... Ta production. Toute la production et tout ce que je sais faire, que ça soit de la photo, de la vidéo, de la mise en page, de la communication. Indirectement, on arrive à communiquer avec 1 million de personnes par jour via ses propres réseaux sociaux en étant dans sa piole grâce à Internet. Et c'est ça qui est magique. C'est se laisser porter par les nouvelles technologies et ce qui se passe, essayer de bien choisir sa route, pas trop... être tendancieux, de ton sujet, éviter c'est pas parce que vous voyez quelque chose à côté qui marche bien qu'il faut que vous transformiez votre propre contenu. Peut-être que votre propre contenu marchera aussi bien dans 2 mois si vous êtes patient. Et c'est tout ça à réussir en fait à avoir la tête froide, vraiment. Les pieds sur terre. Ouais, c'est super important. D'accord. Et quel avenir tu vois dans la plateforme YouTube, notamment vis-à-vis des fameux droits d'auteur qui sont en pleine remise en question en ce moment? Ça a été remis en question surtout par YouTube parce qu'ils vont devoir dépenser plus de blé. Parlons concrètement, ça arrange pas YouTube parce que les droits d'auteur, c'est eux qui les paient. Nous, en tant que créateurs, on est plus sécurisé qu'autre chose grâce à toutes ces nouvelles normes. Parce qu'aujourd'hui, YouTube, ce qui était très compliqué, c'était de produire un contenu avec 0,1% qui ne nous appartiennent pas et que sur une vidéo qui puisse générer énormément de vues et donc énormément d'annonces publicitaires, on ne touche rien parce que les 0,1% sont pris à 100% par la personne externe qui avait créé un contenu. Je te dis n'importe quoi, je mets une introduction de Netflix. Si Netflix demain veut prendre 100% de mes revenus sur YouTube, elle le peut, sur cette vidéo en tout cas, sur cette création. Donc encore une fois, tout ça c'est flou, c'est nouveau, il faut laisser le temps au temps pour que des lois arrivent, pour que tout se mette en place. Je pense qu'au début, à la télé, quand tu faisais une chronique, il n'y avait pas de droit d'auteur, il n'y avait pas de droit d'image, on n'en savait rien, la radio, on ne savait même pas qui on touchait. À l'époque, tu allumais une radio, tu n'avais aucune idée de combien de personnes tu touchais. Donc c'est avec le temps que tu viens améliorer tout ça. Et non, je vois de la stabilité, il ne faut pas que YouTube fasse n'importe quoi. Il y a eu justement une grosse campagne là où ils ont essayé de mettre en garde en prenant les youtubeurs un peu en partie, en essayant de communiquer grâce à eux. Enfin, et voilà, il ne faut pas que ça devienne une dictature, quoi. Tu vois, j'avais un peu peur de ça, où au final, derrière YouTube, c'est un groupe de personnes qui gèrent ça. Si demain ils veulent fermer ma chaîne et fermer ma façon de communiquer avec les gens, ils peuvent le faire.
Tout ça, faut en être conscient, faut réussir justement à garder une image qui fait qu'elle va durer dans le temps, même si demain tu n'as plus tes réseaux sociaux ou autres, les gens vont continuer de chercher ton nom et ton prénom sur Internet pour continuer de communiquer avec toi, d'accéder à ton contenu et de s'enrichir et de diversifier. Ouais, totalement. Ok. L'inbound, puisqu'on est en plein cœur du sujet, l'inbound marketing France. C'est quoi pour toi l'inbound ? Je pense que c'est ça, je pense que c'est communiquer indirectement avec un futur client sans même le savoir en fait. C'est que ça devient tellement naturel de communiquer avec les gens qui ne se posent pas la question de savoir si c'est une publicité, si c'est parce qu'ils connaissent la personne, ils ont confiance en lui et du coup ils savent très bien qu'ils ne l'auraient pas fait, par exemple ce placement de produit ou ce partenariat-là si ça n'apportait pas quelque chose de concret. Voilà, donc nous aujourd'hui plus on évolue, plus personnellement en tout cas je teste les produits avant d'accepter quoi que ce soit au niveau finance d'une marque, ça me paraît super important. La neutralité, quoi, l'indépendance. Ouais, ne pas se retrouver coincé avec un contenu où tu te dis ouais mais si je l'accepte pas je mange pas à la fin du mois, c'est horrible, c'est horrible et c'est tout sauf pourquoi on est arrivé sur internet. C'est quand tu entends des premiers youtubeurs ils disent je suis libre, je fais les vidéos quand je veux. Si du jour au lendemain il y a une marque qui vient t'expliquer quand est-ce que tu dois faire la vidéo, qu'est-ce que tu dois dire en vidéo, c'est que t'as rien compris à ton métier quoi. Au contraire, faut se laisser une part de liberté et encore une fois avoir la tête sur les épaules pour voir long terme et ne pas se précipiter et pas tout gâcher rapidement pour essayer d'évoluer très vite. T'avais conscience de faire de l'inbound ou pas du tout ? Pas du tout. En fait, je m'en suis rendu compte quand il y a eu l'affiliation Amazon qui est arrivée. D'accord. C'était ultra intéressant parce qu'en fait, Amazon nous disait ils vont pouvoir choisir du Samsung ou du Apple sur la même plateforme. Ils vont rien payer en plus. En fait, c'est nous qui nous sucrons une partie de notre bénéfice en vous le reversant parce que grâce à vous, on a généré une vente. Donc, je trouvais ça assez sain. Quand tu avais envie de parler d'un produit sans forcément parler de la marque en elle-même, mais que tu avais envie de parler de plusieurs produits, tu pouvais te retrouver sur une même plateforme qui, en plus de ça, est sérieuse, avec un bon retour SAV et autres. Je fais pas de la pub pour eux, il y en a plein d'autres avec qui j'ai collaboré, LDLC pour exemple, ArtBLPC, enfin, il y a plein d'autres boutiques spécialisées. Pas de pub. Voilà, mais si tu veux, j'en donne plusieurs parce que justement, c'est ça qui nous a permis de voir à la fin du mois ou à la fin d'une année exactement combien de personnes ont acheté en fait via notre biais et à ce moment-là c'est assez impressionnant et on se dit qu'on fait la même chose en fait indirectement avec des articles presse, avec des articles de journalistes et autres qui peuvent aussi eux avoir de l'affiliation. Quand tu lis un article et que tu aimes un produit parce que tu as pu avoir plusieurs avis et te forger ton propre avis, tu peux indirectement être influencé. Donc ça a été la première révolution où je me suis dit ah ouais, j'ai quand même vendu 500 micros en 3 mois, c'est incroyable, tu vois. Mais là, tu te rends compte encore une fois que tu as fait cette prouesse-là parce que tu n'es pas tout seul, parce que tu as eu une plateforme justement qui exporte à l'international, ou voilà, tu peux pas faire la même chose tout le temps tout seul dans ton coin. Voilà, faut aussi vouloir s'entourer pour essayer d'avoir des résultats différents. Alors Romain Lannéry, aujourd'hui, c'est la tech, beaucoup la tech. Ouais, c'est quoi tes autres sujets de prédilection ? Écoute, je commence à aimer les montres. J'aime bien les montres, je regarde l'horlogerie, ça me passionne. Les détails, j'ai l'Apple Watch, tu vois, montre high-tech. Mais non, j'aime bien l'horlogerie, je trouve ça... Il y a le textile aussi qui m'intéresse de plus en plus. J'ai créé ma propre marque I'mNot, justement, pour tous les créateurs digitaux et toutes celles et ceux qui pensent réussir grâce à des formations en ligne sans suivre le cursus classique. Je trouve ça vachement intéressant. Et du coup, via tout ça, je commence vraiment à m'intéresser dans un but un peu plus global de comment sont touchées même les personnes, comment on crée un contenu qui devient de plus en plus beau sans forcément être de plus en plus compliqué à créer aussi, parce que faut pas non plus dénaturer le sujet qu'on faisait au début, tu vois. Donc, il y a plein de sujets différents, mais ouais, je pense que l'horlogerie, ça me parle et ça commence à me plaire. J'y connais rien, mais ça me plaît, tu vois, j'aime bien voir la communication. Je trouve que ce qui est beau aujourd'hui, c'est de voir par exemple une marque pour un parfum qui va te raconter une histoire de ouf, qui va faire une publicité et dépenser des millions, tu vois, alors qu'au final, c'est un parfum. Et je trouve ça passionnant de juste être dans le sens inverse et de se dire pourquoi ils font ça, pourquoi les gens ont besoin d'avoir une histoire, etc. Et ça, c'est cool. C'est une autre petite facette sur laquelle j'essaie juste de m'y intéresser pour pas être perdu, justement, et éviter au fur et à mesure demain si j'ai des gosses qui me disent quoi, tu connais pas papa, tu vois, c'est horrible, ça, je veux pas, quoi. Donc j'essaie de suivre. Écoute, merci Romain d'avoir partagé un bout de ton histoire. Merci beaucoup à vous. Podcast. À bientôt. À bientôt, salut.